Jean-Baptiste Marteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à France 2, avec Néla Latrousse, elle-même reporter au service politique de BFM TV. Vous avez suivi la campagne présidentielle au jour le jour. Aussi, après avoir déjà publié ensemble Un univers impitoyable et Bal tragique à l'UMP, vous faites paraître chez Plomb le tsunami. Vous nous rappelez la défaite impensable de la droite et la disparition en un mois de 3 piliers politiques, Sarko, Fillon, Hollande, et puis votre livre fourmille d'anecdotes. Alors Jean-Baptiste Marteau, il y a un an, le 25 janvier exactement, le Canard enchaîné lançait le début du Penelope Gate. Depuis une semaine, les médias multiplient confidences, témoignages sur ce qui a fait le feuilleton Fillon, enfin l'affaire Fillon. Quel regard portez-vous sur cette affaire ? Dans un premier temps, on n'a peut-être pas senti tous les rebondissements qu'il pouvait avoir et l'effet dévastateur que ça allait avoir ensuite sur les mois de la campagne. On voit un mardi après-midi nous arriver le Canard enchaîné, effectivement, avec cette information. D'abord, il faut essayer de la vérifier. Très vite, l'entourage de François Fillon nous dit « Oui, Madame Fillon a travaillé effectivement pour son mari, elle est salariée à l'Assemblée nationale. » C'est un petit sujet factuel pour nous au début. Et c'est vrai que très vite, ça va avoir beaucoup de rebondissements pour plusieurs facteurs. Et d'abord aussi parce que François Fillon va feuilletonner cette affaire avec plusieurs rebondissements qui vont arriver, avec lui qui parle dans un instant du travail de ses enfants au Sénat, et puis voilà, plusieurs mensonges, maladresses, erreurs de communication énormes. Et ça va devenir un ravageur pour le reste de la campagne. Et effectivement, il nourrit, si je puis dire, les journalistes qui vont aller vérifier que les enfants étaient bien diplômés de droit alors qu'ils ne l'étaient pas, etc. Alors, il y a un autre moment très important dans l'affaire Fillon, c'est le dimanche 5 mars 2017, place du Trocadéro, à Paris. Fillon doit dire si, oui ou non. Il se maintient comme candidat après quand même 3 mois de feuilletonnage, si je puis dire. Cette journée, c'est une journée compliquée, mais on a l'impression que c'est aussi une journée de dupes. Oui, tout le monde ment, j'ai l'impression, et les uns aux autres. François Fillon, dans un premier temps, lui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire. Il hésite à plusieurs reprises. Parce que là, oui, on a même des témoignages de sa famille qui nous parlent du samedi midi, donc 24 heures avant le Trocadéro, où François Fillon réunit ses enfants à déjeuner et leur demande « qu'est-ce que je dois faire ?» Et même lui, il s'interroge. Est-ce que je dois encore continuer au risque, effectivement, de ne pas être au second tour? Est-ce que je dois laisser la place à Alain Juppé ou à François Baroin? Et puis, les uns et les autres, au sein de la famille de la droite, vont jouer des jeux un peu doubles, parfois. Quand Nicolas Sarkozy prend à la fois François Fillon au téléphone en lui disant « mais non, ne lâche pas François », mais appelle aussi Alain Juppé en lui disant « Alain, évidemment, je serai avec toi si tu dois être second ». Ce qui est fou, c'est que les trois ne se sont pas concertés ensemble. À chaque fois, c'est du... Voilà. Ils se parlent deux par deux, et à aucun moment les trois acteurs majeurs exactement, ne se réunissent autour de la table. Et c'est peut-être le drame de tout ça, c'est qu'une décision aurait pu être prise peut-être plusieurs semaines avant. Juppé, qui est très fier, dites-vous, attend un coup de fil de Fillon en lui disant « vas-y ». Alain Juppé attend que les ténors de la droite se mettent à genoux et le supplient de devenir le candidat de remplacement. Évidemment que ce n'est pas comme ça que ça peut se passer. Évidemment qu'il va falloir qu'il fasse le premier pas. Et non, lui attend jusqu'au dernier moment. Et d'ailleurs, le Trocadéro, on a plusieurs témoignages qui nous parlent du jeudi précédent en disant « ça y est, tout est acté, François Fillon va se retirer, mais bon, on va lui laisser faire son Trocadéro, son baroud d'honneur, et puis on verra lundi. » C'est trop tard lundi. En même temps, vous dites bien que Retailleau, jusqu'au soir même, là où il passe dans une émission politique, voilà, ne sait pas du tout ce que Fillon va dire. Non, Bruno Retailleau, c'est vraiment lui le plus fidèle des fidèles. Il est derrière François Fillon jusqu'au bout. Mais même lui, il a un doute. Toute la journée de dimanche, il se dit « je ne dois pas lâcher François Fillon d'une semelle parce qu'il va céder à la pression, il va se retirer. » Et donc même au moment où il rentre sur le plateau du 20h de Laurent Delahousse, eh bien, Bruno Retailleau accompagne François Fillon jusqu'au siège, alors que d'habitude les invités restent en loge, parce qu'il se dit « je ne dois pas le lâcher, il ne doit pas céder. » Mais alors, Juppé, lui, comprend que c'est fini pour lui quand il voit Châtel et François Baroin derrière Fillon au Trocadéro.
Or, Baroin a dit, après, enfin, il voit ça comme un signe de soutien de Sarkozy. Voilà, il voit deux fidèles sarkozystes qui sont derrière. Et François Baroin lui-même, après, dit « Ah non, 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 mais pas du tout. Moi, j'ai accompagné François Fillon parce que je pensais qu'il allait se retirer. Et j'ai voulu lui apporter mon soutien jusqu'au bout, ma fidélité, mon amitié. » J'ai entendu ce témoignage de François Baroin. Bon, c'est vrai que c'est un jeu compliqué. Non, il y a une certitude, c'est qu'effectivement, si François Baroin ou Luc Châtel, qui sont vraiment des sarkozystes purs, sont derrière François Fillon ce jour-là, dans le premier plan, c'est quand même un signe. C'est évidemment un signe, et c'est en tout cas Nicolas Sarkozy qui leur a dit « allez-y ». Et donc là, effectivement, quand Alain Juppé voit ça, il se dit on me ment, c'est perdu, je ne serai pas le candidat adoubé par la droite ». Alors, il y a une autre journée importante aussi que vous décrivez très bien dans votre livre, c'est le 3 mai 2017. On est entre les deux tours de la présidentielle et c'est le moment très attendu du face-à-face Macron-Le Pen. Et là, on assiste en direct à un suicide de la part de la dirigeante du FN. Complètement. Alors, racontez-nous sa journée. Cette journée, elle est complètement folle également. C'est une des nombreuses journées vraiment marquantes de cette campagne. Marine Le Pen, elle s'est enfermée chez elle avec ses proches. Elle est en train officiellement de travailler. Et moi, vers 13 h, on nous dit blackout. Marine Le Pen ne veut plus que ses porte-paroles s'expriment sur les chaînes de télévision. Et on devait avoir notamment son directeur de campagne dans le journal de 20 h. Donc, moi, j'appelle tout de suite Florian Philippot en lui disant « Attendez, nous, il faut qu'on ait quelqu'un parce que de toute façon, Emmanuel Macron sera représenté. » Et là, derrière le téléphone, j'entends la voix de Marine Le Pen qui est chez elle, dans son salon, avec Florian Philippot et qui est littéralement en train de hurler. Elle est en train de regarder BFM, en fait, et elle n'aime pas ce que dit tel ou tel porte-parole. Et alors, nous, on parle de crise d'hystérie. Je sais qu'elle conteste ce terme. C'est en tout cas une Marine Le Pen que je sens complètement dépassée, stressée, et donc qui se met à crier sur tout le monde. Alors, au lieu de travailler, cet après-midi-là, elle devrait être en train de lire ses fiches, de préparer ses arguments. Et non, elle est en train de regarder les chaînes d'information et de craquer. Il y a un mélange de stress, il y a un mélange de nervosité. Pression, quand même. Évidemment, la pression, elle est énorme cette journée-là. Ce qui est incroyable, effectivement, c'est qu'en fait, elle n'a pas vraiment travaillé ces dossiers. Pas travaillé. Et vous dites vous-même qu'il y a un de ses collaborateurs qui part furieux en disant « de toute manière, j'ai travaillé pour rien, Pendant le débat, je suis en lien effectivement avec plusieurs de ses collaborateurs, notamment qui ont préparé ces fameuses fiches. Et il y en a un qui me dit « mais tu te rends compte, elle n'a découvert mes arguments, mais mes punchlines que je lui avais écrits en gras sur une fiche, elle les a découverts en direct. Cette dame ne travaille pas, elle n'est pas professionnelle. Et d'ailleurs, il va quitter le soir même la campagne, le vendredi matin. Il va venir chercher ses cartons et partir du QG. Ils sont beaucoup dans l'entourage de Marine Le Pen à avoir été extrêmement déçus. Elle l'a reconnu par la suite qu'elle n'avait pas suffisamment travaillé? Oui, bien sûr. Mais elle, donc, quand on l'interroge là-dessus, elle se justifie en disant « c'est mon équipe qui n'a pas suffisamment travaillé parce que les fiches, je ne les ai eues qu'à midi le jeudi avant le débat du second tour et c'est beaucoup trop tard ». Alors, ce week-end, samedi, se tenait le Conseil national des Républicains et comme en témoignent les huées et les sifflets à l'encontre de Valérie Pécresse, on ne peut pas dire que ce soit franchement la bonne camaraderie, la franche camaraderie au sein des LR. Je crois que c'était Valls qui avait parlé des deux gauches irréconciliables. Est-ce qu'on peut parler des deux droites irréconciliables? Oui, aujourd'hui, effectivement, l'élection d'Emmanuel Macron, quand on dit c'est un tsunami, effectivement, ça a laissé des dégâts considérables à gauche, mais aussi à droite. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'élection de Laurent Wauquiez n'a pas réglé le problème du tout de la famille, qui se retrouve partagée entre deux familles. D'une côté, une droite libérale, centriste, européenne, et de l'autre, Laurent Wauquiez, qui essaie d'incarner ce qu'il appelle la vraie droite. Mais effectivement, ces deux droites, aujourd'hui, ne se parlent plus. Et c'est une des conséquences de la présidentielle. Et c'est ce qu'on explique dans le livre. La vraie explication peut-être finale, ce sera au moment des européennes. Pour l'instant, on est encore dans un espèce d'entre-deux. Effectivement, j'allais y venir. Donc, le tsunami, c'est évidemment Emmanuel Macron qui est élu. On n'aurait pas dit ça un an auparavant. C'est sûr. Et vous parlez effectivement des européennes en 2019 qui, selon vous, serait une sorte de référendum à mi-mandat pour lui, enfin pro ou anti-Macron. Est-ce que vous pensez que pour l'instant, il est bien parti pour cette échéance? Ce qui est vrai, c'est que pour l'instant, Emmanuel Macron a presque tué toute opposition. Quand on voit même à la gauche de la gauche, Jean-Luc Mélenchon qui pensait pouvoir incarner quelque chose, une contestation dans la rue au moment des ordonnances, il n'a pas réussi son pari, les syndicats ne l'ont pas suivi. Le Parti socialiste cherche un chef, mais alors ne sait vraiment plus comment exister. On l'a encore vu lors des partiels à Belfort le week-end dernier. À droite,
droite, voilà, la famille est toujours en convalescence et ne sait plus encore où elle en est. Donc, pour l'instant, Emmanuel Macron, il est seul, hein, presque seul, et n'a pas vraiment d'opposition face à lui. C'est peut-être pas une bonne chose non plus. Évidemment, pour la démocratie, c'est pas une bonne chose. Maintenant, les européennes, ce sera le moment de vérité. On va voir comment on va se recomposer encore la classe politique. Qui va aller avec Emmanuel Macron sur cette ligne presque fédéraliste européenne? La droite libérale, Alain Juppé, peut-être Valérie Pécresse va-t-elle le rejoindre? J'allais vous poser la question. On peut se demander si Valérie Pécresse n'est pas plutôt dans une droite macronienne. Pour l'instant, Valérie Pécresse fait le choix de rester dans la famille, comme elle dit, mais avec son propre courant, son parti qui s'appelle Libre et qui est associé maintenant aux Républicains. Est-ce que c'est le pari gagnant pour la suite? On verra, mais la recomposition politique issue de la présidentielle n'est pas terminée. Elle va encore durer au moins pendant une année. Alors, j'ai parlé en début de l'émission de ces anecdotes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous deviez en prendre une ou deux, lesquelles il y en a beaucoup. On a parlé de Marine Le Pen, Emmanuel Macron, mais même par exemple au Parti Socialiste. Bon, juste pour... Enfin, les soirées sont assez arrosées au Front National. Disons qu'ils ont effectivement, il y a plusieurs moments comme ça de vie où après, par exemple, une émission politique, effectivement, ils se retrouvent tous ensemble et oui, ça picole un petit peu, ça rigole. C'est aussi ça la présidentielle. Oui. Ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que derrière le in devant les caméras, il y a une vie. Oui. C'est quand même des journées harassantes. Chez Hamon aussi, d'ailleurs. Bien sûr, chez Benoît Hamon, on raconte une anecdote dans un voyage à Lisbonne, au Portugal, où ils ne se réveillent pas parce qu'ils ont un petit peu trop fait la fête la veille. Une anecdote peut-être marquante qu'on n'a pas assez soulignée, c'est au sein de la primaire du Parti Socialiste, qui a été aussi un désastre avec l'élection de Benoît Hamon, mais qui ne satisfait personne. Et il y a un problème de participation ce jour-là. Et dès le matin, ils se rendent compte que par rapport à la droite, ils n'arriveront pas à faire le score incroyable qu'ont fait les Républicains quelques semaines auparavant. Et ils vont, nous disent plusieurs cadres, et notamment Julien Drey, qui est quand même à la manœuvre, qui connaît bien tout ça, ils vont gonfler la participation. C'est-à-dire qu'en gardant l'équilibre, nous disent-ils, mais ils vont augmenter le score de chaque candidat. Et un quart d'heure avant que les votes soient annoncés, on nous dit, mais vous allez voir, ils vont annoncer 1 million de participants à 17h, alors qu'en fait, on est à peine à 800 000. Oui. Et cette phrase assez forte, le bourrage d'urne a commencé. Effectivement, on sent que là, c'est le début de la fin pour le Parti Socialiste au moment de cette primaire. Oui, oui. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a Robert Bourgi, l'avocat France-Afrique, qui fait beaucoup parler de lui ces jours-ci. Et qui appelle les rédactions pour donner des informations. Et là, voilà, le jour où Fillon doit aller à l'émission politique... le matin même, Robert Bourgi... Il propose des questions pour les journalistes sur les fameux costumes. Tout à fait. Robert Bourgi, le matin de l'émission politique où doit venir François Fillon, appelle la rédaction de France 2 et il nous dit mais vous savez, les costumes en question, François Fillon, ce soir, va dire qu'il les a rendus. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit sur le plateau. Mais c'est pas vrai, nous dit-il. Il les a absolument pas rendus. Il m'a rendu des costumes qui ne sont pas les bons. Impossible de vérifier, parce que Robert Bourgi donne une version différente à chaque fois. Mais c'est lui qui appelle les rédactions comme ça pour, dit-il, plomber François Fillon. C'est son objectif. On va dire plomber. Parce qu'il a effectivement eu un vocabulaire un peu plus fleuri dans d'autres émissions. Absolument. Eh bien, écoutez, Jean-Baptiste Marteau, merci beaucoup pour cet échange et puis pour cette immersion dans les coulisses donc, de ce tsunami présidentiel. Au revoir. Merci beaucoup.